Business 24, recevez les chaleureuses salutations de toute l'équipe de réalisation de cette émission Au cœur des marchés financiers est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire qui vous permettra de découvrir toutes les facettes des marchés financiers. Au cours de ce numéro, nous démarrerons avec les tendances de la semaine qui nous emmèneront à dresser les performances hebdomadaires enregistrées sur le marché des actions de la BRVM. Ensuite, nous aurons la rubrique décryptage où nous recevrons des investisseurs qui nous diront s'il est préférable d'investir dans les actions ou les obligations. Puis nous terminerons avec la rubrique les acteurs du marché où un investisseur particulier très actif à la BRVM viendra nous édifier sur la notion d'épargne. Allons donc immédiatement avec les tendances de la semaine. Au niveau des tendances de la semaine, nous démarrons tout de suite avec les indices principaux. Le BRVM Composite a clôturé à 196,36 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,30%. Le BRVM Prestige est passé de 102,85 à 101,81 points, soit une régression hebdomadaire de 1,01%. S'agissant du BRVM 30, il a terminé son parcours en affichant une cotation de 98,52 points, soit une chute hebdomadaire de 1,51%. Et on termine avec le BRVM principal qui est passé de 94,71 à 93,51 points, soit un repli hebdomadaire de 1,27%. S'agissant des indices sectoriels, il faut noter que le BRVM Industrie a progressé de 2,92%, le BRVM Service Public a baissé de 3,23%, le BRVM Finance a observé un repli hebdomadaire de 0,16%, le BRVM Transport a trébuché de 4,36%, le BRVM Agriculture a chuté de 0,75%, le BRVM Distribution s'est amélioré de 1,46% et le BRVM Haut Secteur est resté stable à 1406,63 points. Parlant des trois plus importantes hausses hebdomadaires enregistrées sur le marché des actions de la BRVM, il faut noter que le titre Vivo Énergie Côte d'Ivoire a clôturé à 790 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 14,49%. La valeur Solibra Côte d'Ivoire est passée de 62 535 à 68 800 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 10,02%. Le titre Bernabé Côte d'Ivoire a achevé son parcours dans la zone des 1950 francs CFA, soit une amélioration hebdomadaire de 8,33%. En ce qui concerne les trois plus importantes baisses hebdomadaires enregistrées sur le marché des actions de la BRVM, il faut retenir que le titre Sicor Côte d'Ivoire est passé de 6 315 à 5 495 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 12,98%. Le titre Orange Côte d'Ivoire a terminé à 9 455 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 4,97%. Et on termine avec la valeur Bolloré Côte d'Ivoire qui est passée de 1340 à 1280 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 4,48%. Place maintenant à la rubrique décryptage avec nos deux invités. Pour la rubrique décryptage, c'est un honneur pour nous de recevoir en ce jour deux invités exceptionnels. Kassamba Aïdara, bonjour. Bonjour Damaso. Comment vas-tu, Kassamba? Je vais très bien. Et toi-même? Tout va bien, tout va bien. Alors, on rappelle à tous les téléspectateurs que Kassamba Aïdara est experte en finance
et en assurance. Elle ne sera pas seule pour développer cette thématique, la thématique donc que vous allez découvrir tout de suite. Elle sera donc en compagnie de Désiré Porquet. Bonjour Porquet. Bonjour Lodamas. Vous êtes un habitué de ce plateau. Ravi d'être encore là avec toi. Oui, le plaisir est partagé, Porquet. Alors, on rappelle que Désiré Porquet est entrepreneur et également investisseur très actif au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors, aujourd'hui, chers invités, nous allons aborder une thématique qui est très importante. Elle est ainsi libellée, si vous le permettez. Est-il préférable d'investir dans les actions ou dans les obligations? D'accord? Donc, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite avec toi, Porquet. Alors, selon toi, comment peut-on définir le plus simplement possible le terme action? Alors, il faut savoir d'abord qu'une action, c'est une participation dans la propriété d'une entreprise. D'accord? Lorsque vous achetez une action, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise et vous pouvez potentiellement bénéficier de ses profits et de sa performance. Cependant, l'action reste quand même risquée et très volatile, contrairement aux obligations, D'accord. qui beaucoup est plus stable. D'accord. Alors, Kassamba, pour vous, que doit-on comprendre par la notion d'obligation? Qu'est-ce qu'une obligation? Alors, belle passe de Porquet. Alors, une obligation, c'est un titre de créance qui est émis par un organisme. Cet organisme peut être étatique, peut être une entreprise. D'accord. Donc, qui émet une obligation pour pouvoir se refinancer, pour pouvoir obtenir plus de capitaux en vue d'un projet. Alors, l'obligation a un certain nombre de caractéristiques qu'il est important de savoir, que sont le coupon. Le coupon, tout simplement, c'est le taux d'intérêt en fait prévu qui devrait servir à rémunérer la valeur nominale. Donc, en gros, la valeur nominale, en fait, c'est le capital investi qui sera restitué au terme, en fait, de l'obligation. D'une certaine échéance. À l'investisseur. Voilà, pour ne pas rentrer plus loin dans d'autres définitions un peu plus complexes. Alors, on aura le temps de revenir sur les obligations, mais Porquet, ce que je veux savoir, sur quelle base un investisseur peut-il décider d'investir dans des actions ou dans des obligations? D'accord. Il faut savoir qu'il y a plusieurs bases, il y a plusieurs critères, mais on va citer deux principaux. D'accord. Le premier, d'abord, c'est l'objectif d'investissement. Avant de vouloir investir, il faut d'abord définir votre objectif d'investissement. Quels sont vos objectifs? D'accord. Est-ce que vous êtes dans du rendement à court terme? Est-ce que vous êtes dans de la stabilité de revenus ou que vous êtes dans de la croissance à long terme? Si vous êtes plus orienté vers la croissance, c'est-à-dire à long terme, alors vous allez vous tourner vers les actions. Mais par contre, si vous cherchez un revenu régulier et une stabilité, vous allez vous orienter vers les obligations. Le deuxième critère fondamental, c'est le profil de risque. Alors, tout dépend maintenant de comment vous gérez votre risque, quelle est votre tolérance au risque. Si vous êtes beaucoup orienté vers le risque, alors vous allez vous tourner vers les actions. Mais par contre, si vous avez peur du risque, vous allez pouvoir vous orienter vers les obligations qui sont beaucoup plus stables et beaucoup plus tranquilles. Alors, Kassamba, à écouter Porquet, au niveau du marché des actions, on a le risque, on a une sorte d'incertitude quand on observe la volatilité sur ce marché. Alors, selon toi, comment est-ce qu'un investisseur peut efficacement appréhender le risque et l'incertitude qu'on note sur le marché des actions? Damas, je pense qu'avant de pouvoir appréhender, il faut savoir les deux risques auxquels s'expose en fait l'investisseur. Le premier, c'est le risque de contre-performance de l'action sur lequel il investit. Et le deuxième, c'est le risque de faillite de l'entreprise, puisque comme Porquet l'a dit tout à l'heure, en achetant une action, je m'associe aux actionnaires, je deviens propriétaire de l'entité. Comment j'appréhende? J'appréhende cela en diversifiant tout simplement mon portefeuille d'actions. C'est-à-dire, je vais choisir des secteurs d'activité complètement différents. Pour constituer mon portefeuille d'actions, je peux être dans l'immobilier, dans l'agriculture à la fois ou dans les telcos. Et ceci permettra à l'investisseur d'avoir une stabilité plus ou moins de son portefeuille d'actions. Et autre chose aussi, il faut être patient, c'est-à-dire il faudrait que l'investisseur se projette vraiment sur la durée. En général, on dit que quand on investit sur des actions, c'est de l'argent dont on n'a pas nécessairement besoin à chaud. Donc la notion de temps est très importante à prendre en compte, et puis la diversification du portefeuille. Alors, Porquet, nombreux sont les investisseurs qui partent en bourse, enfin qui investissent en bourse pour s'enrichir. Est-ce que vous pensez que sur le marché obligataire de l'espace UEMOA,
est-ce qu'on peut réellement s'enrichir? Bon, surtout qu'actuellement, avec ces taux d'intérêt très bas, exactement. Vraiment, les revenus sont très modestes. Oui, parce que les taux annuels qui sont présentés par le marché obligataire tournent autour de 5%, 6%, maximum 7%. Exactement. Est-ce qu'on peut vraiment s'enrichir sur le marché obligataire, Porquet? Moi, je pense qu'on ne peut pas s'enrichir. En tout cas, on va s'enrichir modestement sur le marché obligataire. D'accord. Si on veut vraiment s'enrichir, il faut aller sur le marché des actions, qui ont toujours offert un fort potentiel de croissance par rapport au marché obligataire. C'est vrai que si vous regardez les taux d'intérêt qui sont bas actuellement sur le marché obligataire, mieux vaut que vous recherchiez des obligations qui avaient déjà promis des forts taux que de souscrire à de nouvelles émissions obligataires actuellement. Donc c'est le conseil que je peux donner aux amis téléspectateurs. Kassamba, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'on peut s'enrichir sur le marché obligataire? Alors, moi je dirais que l'obligation permet de sécuriser son patrimoine. Ça reste un instrument de trésorerie. Les entreprises vont investir là-dessus pour pouvoir gérer leur trésorerie en quelque sorte. Et les personnes qui ont un patrimoine assez important aussi peuvent aller sur ce type d'actifs-là. Maintenant, s'enrichir, oui, on a des revenus qui sont générés assez faibles, mais on surtout sécurise en fait sa richesse. D'accord. Alors, on va rester avec toi, Kassamba. Du point de vue personnel, quelle est ta préférence entre ces deux classes d'actifs? Est-ce que Kassamba est porté sur les actions? Est-ce que Kassamba préfère les obligations? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ton point de vue là-dessus? Cette question, je pense, et ça me concerne, mais ça peut concerner tous les téléspectateurs, en fait, investir, ça dépend de notre profil. Je pense que Desiré Porquet l'a dit en entrée de propos, tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Est-ce que je vais investir à court terme, à long terme? Est-ce que, quel est le niveau de revenu que je souhaite? Tout ça permet en fait de définir en fait le type, mon appétence au risque, le type d'actifs sur lesquels je vais investir. Donc, je peux être plutôt avoir uniquement un portefeuille d'actions ou mixer en fait, avoir des actions et des obligations à la fois. Donc, toi, tu investis en fonction de tes objectifs. De mes objectifs. D'accord. Porquet. Oui, partage-nous. Je sais que je suis un capitaliste spirituel, donc tu as toujours su. D'accord. Et je l'ai dit la dernière fois sur le plateau que moi j'investis beaucoup dans les actions. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que, potentiel de rendement très élevé. Les actions ont toujours offert un potentiel de rendement très élevé sur le long terme. Et comme je l'ai dit toujours, moi je suis orienté long terme. D'accord. Ensuite, participation à la croissance de l'entreprise. Justement, lorsque vous achetez une action, vous devenez propriétaire de l'entreprise. Donc, vous participez à la croissance de l'entreprise. Donc, vous pouvez bénéficier de ses profits et de ses performances. Et ensuite, la liquidité. Voilà. Le marché, en achetant des actions, les actions sont beaucoup plus liquides que les obligations. Okay. Vous pouvez acheter et vendre facilement vos actions. Donc, moi, je suis un défenseur de l'action. D'accord. Alors, on va terminer cette rubrique. 2 conseils fondamentaux Porquet à l'égard des investisseurs. Oui. Comment faire pour réussir ces investissements dans les actions et dans les obligations? 2 conseils en 1 minute. 2 conseils, oui. D'accord, en 1 minute. D'abord, le premier conseil, c'est de faire des recherches approfondies. Okay. Lorsque vous souhaitez investir dans une action ou dans une obligation, il faut faire des recherches d'informations sur les actions et les obligations dans lesquelles vous envisagez d'investir. Okay. C'est très important. Il faut toujours se documenter et en savoir beaucoup plus sur la santé financière des entreprises, leur rentabilité, mais surtout leur historique de performance qu'elles avaient. D'accord. Deuxièmement, je peux rejoindre Kassamba, c'est de diversifier son portefeuille. C'est vrai, si vous n'avez pas une vraie appétence au risque, il faut diversifier votre portefeuille pour atténuer justement le risque de perte de rendement de votre portefeuille. Donc, ce sont vraiment les 2 conseils que je peux donner aux téléspectateurs. Alors, donc on va terminer avec Kassamba. 2 conseils à l'égard des investisseurs qui souhaitent réussir leurs différents investissements dans les actions et dans les obligations. Je ne peux que compléter les conseils qu'a donné Désiré. Hein. D'accord. Mais surtout, l'information, ça reste sur ce type de marché, ça reste vraiment capital. Ouais. Très important, je souhaite insister là-dessus, très important de savoir sur le type d'entreprise qu'on veut investir, le type de secteur d'abord, les entreprises qu'on vise, connaître le rendement, toutes les actualités possibles en fait sur les entreprises sur lesquelles on souhaiterait investir. Ouais.
je donnerais un autre conseil, c'est celui de garder la notion de temps en tête. Sur le marché boursier, il ne faut pas chercher à être liquide, j'ai envie de dire, demain la veille. Il faut vraiment avoir en tête que lorsqu'on investit sur ce type d'actifs, actions ou obligations, on est vraiment porté sur la durée, même sur une obligation qu'on pense plus ou moins à court terme, mais elle est quand même limitée dans un temps. D'accord. Et il ne faut pas perdre ces notions-là de vue. D'accord. Kassamba et Porquet, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce décryptage qui nous a permis d'en savoir davantage sur les actions et les obligations. Nous vous retrouverons certainement très rapidement pour éplucher ensemble d'autres problématiques relatives au marché financier. Amis téléspectateurs, ce n'est pas fini. Nous enchaînons tout de suite avec un autre invité qui viendra démystifier la notion d'épargne. On y va donc avec les acteurs du marché. Alors, dans le cadre de la rubrique Les acteurs du marché, nous aurons à recevoir progressivement sur ce plateau des investisseurs particuliers, des banquiers, des fonds communs de placement, des sociétés de capital d'investissement, etc., qui viendront nous faire découvrir les différentes activités et les produits qu'elles mettent à la disposition de la population. Mais pour aujourd'hui, notre invité sera M. Camara Pascal. Bonjour M. Camara. Bonjour, cher Damas. Comment vas-tu, cher frère? Je sais que tout va bien. Tout va bien. Ouais. Alors, amis téléspectateurs, Camara Pascal est entrepreneur. Il est également investisseur très actif sur le marché des actions et même des obligations aussi de la BRVN. Avec Camara Pascal, nous allons mieux cerner la notion d'épargne. Et la thématique qu'on va développer est ainsi libellée l'importance de l'épargne pour l'investisseur. Alors, Camara, est-ce que tu peux nous aider à mieux comprendre la notion d'épargne? L'épargne, c'est quoi? Il faut dire que l'épargne, c'est une partie de votre revenu qui sera mise de côté. Cette partie sera mise de côté sur une période donnée en vue de financer, de réaliser des projets à moyen terme ou à long terme. Voilà. Voici un peu ce qu'on peut dire de l'épargne. Alors, l'épargne existe aussi sous 3 formes essentielles. La première forme, par exemple, c'est l'épargne informelle. Ce qu'on connaît à la maison, ce qu'on appelle la tirelire. Je prends de l'argent, je garde dans un placard, je garde dans une tirelire. C'est une épargne. Il y a aussi ce qu'on appelle, on voit aujourd'hui, la tontine. C'est aussi une forme d'épargne. Deuxième type d'épargne, il y a l'épargne institutionnelle. On peut mettre de l'argent de côté dans une banque, dans une assurance ou à la bourse. Et la troisième épargne, c'est l'épargne de réserve. Quand on a une jeune entreprise, une PME, on met un peu d'argent de côté au fur et à mesure qu'on fait son business et cela va servir d'autofinancement. Cela va permettre de financer, disons, des activités, plus tard surtout, financer sa croissance. Donc, voici un peu 3 types d'épargne. Alors, à t'entendre, j'ai l'impression que épargner est une nécessité pour tout un chacun. Absolument. Absolument. C'est vrai que épargner, ce n'est pas obligatoire parce que chacun est propriétaire de ses fonds, mais je pense qu'épargner, c'est une nécessité. Cela s'impose parce qu'épargner apporte la liberté. Épargner apporte l'autonomie. Voilà, on peut fixer l'épargne par exemple sur 3 types d'objectifs. Quand on épargne, c'est pour atteindre essentiellement 3 types d'objectifs. Le premier objectif, c'est l'épargne de sécurité, c'est-à-dire se garantir une trésorerie, ce qu'on appelle en cas d'écart. Quelqu'un qui travaille et beaucoup de salariés n'ont même pas, ne serait-ce qu'au milieu du mois, ne sont pas capables de terminer le mois. Ils n'ont même pas de côté, ne serait-ce qu'un mois de salaire garanti. Voilà. Et ça, on appelle ça l'épargne de sécurité. La deuxième épargne, c'est l'épargne de projet. On peut aussi mettre de l'argent de côté pour se marier, on peut mettre l'argent de côté pour acheter un véhicule, on peut mettre l'argent de côté pour acheter une maison. Et la troisième épargne, c'est l'épargne d'investissement. On parle ici de fonds d'investissement.
on veut investir à la bourse, on veut investir dans le transport, alors on va se constituer une épargne qui sera pour nous un fonds d'investissement. Voilà. D'accord. Alors, pour plusieurs personnes, c'est vrai que épargner, c'est important, mais on constate que ces personnes-là ont des difficultés réelles pour pouvoir mettre de l'argent de côté, comme vous le recommandez si bien. Oui. Alors, pourquoi est-ce qu'il est vraiment difficile d'épargner? Oui, c'est vrai qu'on entend ici que c'est difficile d'épargner. Et c'est un peu vrai, et puis c'est pas tout à fait vrai. Les gens n'arrivent pas à épargner à cause de leur conception, leur mentalité, parce que les gens manquent d'éducation financière et les gens manquent de confiance en soi. Donc les gens n'ont pas de contrôle sur les habitudes de dépenses, parce que épargner demande de la discipline, épargner demande du courage, épargner demande de l'organisation. Okay. Donc les gens ne sont pas prêts à payer ce type de prix-là. Pourquoi? Ils disent qu'ils ne gagnent pas assez. Ils disent qu'ils ont trop de charges. Alors ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la quantité d'argent qu'on gagne qui nous permet de pouvoir dégager une marge, mais c'est ce qu'on fait de ce qu'on gagne. Parce que l'épargne doit être prélevée avant de commencer à dépenser. Mais les gens veulent d'abord assurer toutes leurs dépenses et puis voir s'il reste quelque chose pour épargner. Et là, ça ne marche pas comme ça. Alors, pour ce type de personnes, pour tous ceux-là qui ont des difficultés pour épargner, quels sont quelques conseils vraiment pragmatiques que vous pouvez leur dispenser? Voilà, déjà, ce qu'il faut savoir, quel que soit ce qu'on gagne, on va devoir travailler sur ses habitudes de dépenses. Les gens disent que non, il arrive. Parce que épargner, c'est de dégager une petite marge. Et donc, il faut d'abord aller sur la base de fixer comme objectif d'épargner. Pas de regarder s'il y a quelque chose qui reste pour épargner. Ce que je conseille, c'est 5% pour commencer. Okay. On gagne 100 000 francs. On se fixe comme objectif d'épargner 5%. Ça fait 5 000 francs. Par mois? Par mois. Par mois. À chaque fois qu'on a des entrées. D'accord. N'est-ce pas? Alors, quand on retire ces 5%, c'est avec les 95% qu'on va se débrouiller pour terminer le mois. Alors, on va devoir faire un trait sur certaines habitudes de dépenses. Okay. Voilà. Notamment les divertissements, les shoppings, les abonnements ici et là, et on va devoir, si on allait 2 fois à la plage dans le mois, peut-être qu'on va aller 1 fois dans le trimestre. D'accord. On va réduire ces budgets de santé en adoptant un mode de vie, n'est-ce pas, un mode de vie sain, et cela va réduire notre budget de santé. Apparemment, cela nécessite beaucoup de discipline. Cela nécessite beaucoup de discipline. Voilà. La plupart des gens n'ont même pas un cahier où ils notent leurs dépenses. Dès qu'ils sont payés, ils sont lancés dans le mois et ils constatent à un moment donné la pénurie. Et pourtant, pour éviter ce type de pénurie, écoutez, si vous êtes salarié et qu'au bout de 2-3 mois, votre employeur n'est pas capable de vous payer, vous vivez de quoi? Vous allez vous retourner sur votre épargne. Ouais. Mais la plupart des gens comptent sur le salaire du mois de juin pour payer le loyer de fin juin. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que cette personne n'a pas d'épargne et est en danger. Alors, quels sont les canaux d'investissement que, camarade, tu peux recommander à tous les téléspectateurs qui veulent, bien évidemment, mieux rentabiliser leurs épargnes? Voilà, au-delà de l'aspect sécurité, faut dire que l'épargne, en épargnant, on peut se constituer un très bon fonds d'investissement. Voilà, et on dira épargner, investir et dépenser. Voilà, au lieu de vivre directement de ses revenus, on vit plutôt des enfants que nos investissements vont mettre au monde. Okay. Ça permet de bien vivre. Alors, moi, je conseille 3 secteurs essentiels. Hein. Je conseille, par exemple, le transport. Mais le transport, c'est bon, mais avec plusieurs risques quand il y a un accident, ceci, cela. Exactement. Voilà. Et je conseille aussi le commerce en ligne. C'est vrai qu'il bouge, mais ça permet à la personne d'être assez autonome. Je conseille surtout la bourse. Pourquoi? Au lieu de se disperser dans plusieurs activités, mais on peut canaliser tout dans la bourse, puisque dans la bourse, on a plusieurs secteurs. On a les finances, on a l'agriculture, on a les services. Donc, lorsque je viens avec un seul compte d'épargne,
que j'appelle mon compte titre. Par exemple, moi, ce que je fais, moi, en tant qu'entrepreneur, voilà, je dégage sur mes revenus entre 10 et 12%, n'est-ce pas, de marge que j'affecte directement sur mon compte titre. Donc tu vas au-delà des 5%. Oui, moi j'étais à 10%, là je suis passé maintenant à 12%. Okay, ça veut dire que je vais serrer mes dépenses et je dégage 12%. Ça me constitue une marge d'autofinancement qui va me permettre d'acheter des actions et dans les domaines que je veux, soit dans une banque. Voilà, voici un peu comment est-ce que ça fonctionne. Merci, camarade Pascal. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui sur la notion d'épargne. Merci d'avoir partagé ton expérience. Merci pour ta disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, notre balade dans la sphère des marchés financiers s'achève sur cette note. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur Business 24 pour une nouvelle immersion dans le domaine des investissements. À très vite, fidèles téléspectateurs. Au revoir.